Hello! Bonjour, bonjour. Eh bien, on va commencer par vous souhaiter une bonne année 2023 et tout ce qui va avec. Bonne année, bonne santé, plein de réussites dans tous vos projets. Et du coup, ravi de vous retrouver pour ce premier live de l'année. Donc comme je le disais sur Twitter, je vais avoir quelques petites annonces à faire pour démarrer. La première, c'est un rappel, mais j'ai le grand plaisir de pouvoir officiellement annoncer que je serai intervenant lors du prochain Brighton SEO qui a lieu de mémoire les 19 et 20 avril prochains à Brighton, comme son nom l'indique. Alors c'est un événement anglophone en Angleterre, mais je vous encourage vraiment, même si vous n'êtes pas forcément sur ces marchés-là, à vous rendre au moins une fois pour profiter du Brighton SEO. C'est vraiment un autre monde par rapport à tous les événements francophones que j'ai eu l'occasion de voir dans le monde du SEO. Donc ça vaut vraiment le détour. Et puis une autre grosse annonce, ou en tout cas une annonce importante que je souhaitais faire, c'est également vous annoncer que à partir de la semaine prochaine, on va accueillir régulièrement d'autres développeurs sur cette chaîne, à commencer par Simon Gardet aka Yakamo. Donc les vieux de la vieille du SEO savent très bien qui c'est, les autres peut-être un peu moins. Mais voilà, je suis très content d'accueillir Simon du coup la semaine prochaine pour inaugurer le bal d'intervention. On va essayer d'avoir un rythme d'intervenants extérieurs entre guillemets un peu régulier. J'ai aucune idée pour l'instant de ce dont Simon va nous parler ou pas. L'idée c'est de rester sur un format assez similaire à ce qu'on fait déjà habituellement, c'est-à-dire une petite heure ensemble, et puis qui nous raconte son parcours, ses bonnes pratiques on va dire, et ses conseils, et puis éventuellement aller un peu plus loin. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour accueillir Simon sur la chaîne. J'avais une autre annonce à faire qui m'est complètement sortie de la tête, mais ça me reviendra probablement. Et du coup, je vous propose de rentrer d'ores et déjà dans le vif du sujet. Donc en fin d'année dernière, on s'était arrêté sur un outil qui se connectait à l'API Google PageSpeed pour aller récupérer un certain nombre de KPI sur cette API pour une liste d'URL. Je voulais commencer aujourd'hui par faire un petit comparatif entre ChatGPT, dont on entend énormément parler ces dernières semaines évidemment, et puis Copilot est également entre guillemets un développeur humain, pour voir quelles étaient les différences entre ces outils, les forces et les faiblesses. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, on peut pas se connecter à ChatGPT maintenant. Alors j'ai une session qui est ouverte sur un autre navigateur, mais ça marche pas mieux. Donc voilà, c'était un coup d'épée dans l'eau, donc on fera peut-être ça une autre fois, si possible. Du coup, ce que je vous propose, c'est de reprendre notre projet de fin d'année, donc ce fameux outil de connexion à PageSpeed, que j'ai un petit peu nettoyé et amélioré entre guillemets pour pouvoir le publier sur GitHub ici. Donc j'ai pas fait grand chose de plus que ce qu'on a pu voir ensemble en vidéo. Mais de mémoire, j'ai surtout nettoyé, rajouté pas mal de petits commentaires, et également récupéré quelques infos supplémentaires. L'idée c'est d'avoir un outil simple et basique évidemment qu'on puisse tester ensemble. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, donc c'est tout simplement de reprendre ce même projet que j'ai ici en local,
sur lequel j'ai fait déjà une petite modification. C'est que j'ai rajouté dans le fichier de configuration un nouveau bloc qui va concerner l'envoi d'email. Donc j'espère que vous me voyez venir. L'idée c'est intéressant d'avoir un outil qui va automatiser un certain nombre de tâches, mais c'est encore plus intéressant si on peut laisser cet outil-là tourner en arrière-plan, voire le faire tourner régulièrement avec des tâches type tâches cron ou ce genre de choses-là. En tout cas des tâches programmées. Et si c'est le cas, bah, c'est toujours bien de s'envoyer un email pour telle ou telle raison. Ici, typiquement, je pense que dans un cadre d'analyse PageSpeed, on peut peut-être se dire qu'on va lancer automatiquement ce script une fois par semaine, par exemple. Et puis envoyer un petit rapport à la fin sur les performances de telle ou telle page. On pourrait évidemment aller plus loin et on le fera probablement par la suite puisque on a commencé à stocker des données dans une base de données. Donc on va pouvoir avoir une notion d'évolution finalement et être capable de savoir si nos scores PageSpeed ils s'améliorent ou ils se détériorent. Et dans ces cas-là, c'est d'autant plus pertinent d'envoyer plutôt une alerte au lieu d'un simple rapport. Ça, j'en parle souvent en conférence et c'est d'ailleurs une conférence qui est disponible en replay sur YouTube. Alors, je mettrai le lien en description du replay de cette vidéo-ci pour ceux que ça intéresse. Mais mon intervention du mois de juillet dernier, donc ça commence à dater un peu, mais c'est toujours d'actualité. Mon intervention du mois de juillet dernier au sujet du monitoring SEO justement a été filmée lors de Searchwire et Searchwire vient de mettre en ligne cette vidéo sur leur chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller voir ce que je peux raconter à ce sujet-là en conférence, n'hésitez pas. Et du coup, je raconte notamment que c'est bien d'envoyer des rapports automatiques. C'est encore mieux si on envoie plutôt des emails importants. L'idée c'est que si vous recevez des mails sans arrêt au même sujet, vous finissez par plus y prêter attention, ce qui est tout à fait normal et humain. Mais du coup, si on vous envoie un email uniquement en cas de problème, c'est un petit peu plus pertinent. Pour l'instant, on va se contenter de quelque chose d'assez simple. L'idée, ça va être tout simplement de voir comment on peut envoyer un mail, voir le processus. On s'interrogera sur les règles d'envoi de ces emails-là par la suite, et on essaiera de faire des choses de plus en plus évoluées. Alors pour l'envoi d'email, si je retrouve mon navigateur, le voilà. Moi, il y a une librairie que j'aime bien qui s'appelle Emails avec un S, donc c'est celle-ci. Alors il y a des choses qui sont plus ou moins intégrées au noyau natif de Python, mais qui sont un petit peu bas niveau, on va dire, et complexes à utiliser. Cette librairie Emails, elle simplifie vraiment énormément les choses. En gros, on va retrouver des choses très basiques pour simplement envoyer un email. Alors, nous, on va se servir du protocole SMTP, qui est un des grands classiques, mais il y aurait d'autres moyens de le faire, évidemment. Pour l'anecdote, puisqu'il y a plein d'autres moyens de faire ça, moi j'utilise la solution d'email fournie par AWS. Alors c'est à peu près le seul produit que j'utilise actuellement, en tout cas chez AWS. J'utilise plutôt la stack Google Cloud quand je fais du cloud, mais il se trouve que chez AWS ils ont un client qui s'appelle SES pour Simple Email Service. Voilà, c'est écrit ici. Et SES marche très très bien et a en plus l'intérêt pour des emails transactionnels tels que ceux qu'on va envoyer. Donc les emails transactionnels, c'est des emails automatiques type rapport, alerte, etc. Donc c'est typiquement ce qu'on veut faire. Et donc AWS SES fonctionne très bien et en plus a un gros intérêt, c'est que
en dessous d'un certain nombre d'emails envoyés par mois, et le nombre d'emails étant relativement important, moi je passe largement en dessous du radar. Donc en dessous d'un certain nombre d'emails par mois, en fait c'est totalement gratuit. Donc il suffit de se créer un compte AWS, mettre en place toutes les choses qui vont bien, et puis ensuite on peut assez facilement s'en servir. Alors si vous voulez un peu plus d'informations sur la mise en place de AWS SES, sur le blog de DataBull, un des derniers et relativement ancien déjà, je sais, article, c'est justement un petit article qui s'appelle Sending Emails with Python on Amazon SES. J'ai un accent anglais laborieux aujourd'hui, mais je vais m'y remettre. Voilà, donc vous allez retrouver ici toutes les infos qu'il faut pour envoyer un email. Vous voyez que l'article est relativement court parce que en réalité il n'y a pas grand chose à faire. Moi je me suis déjà chargé de la mise en place du service AWS. Et puis pour revenir à nos moutons, en fait cette librairie emails de Python, elle est compatible avec n'importe quel serveur SMTP que vous pourriez utiliser. Donc si vous avez même votre propre serveur, libre à vous de l'utiliser. De la même manière, vous pouvez également utiliser le SMTP de Gmail, chose que certains outils font encore, et c'est tout à fait classique et normal de le faire. Donc voilà, ça marche aussi très bien. Ça fait partie des options qu'on va pouvoir configurer. En tout cas, comme d'habitude, on va commencer par installer cette librairie, donc avec un simple pip install email. Hop. Donc je me suis remis évidemment dans le répertoire de notre projet, le projectile. Voilà. Comme d'habitude, c'est très simple d'installer une librairie en Python. C'est déjà fait. J'ai même pas le temps de faire un petit commentaire que c'est déjà terminé. Et puis on peut voir que j'ai encore une fois toutes les librairies de dépendances qui sont installées également. Donc a priori, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer à travailler. Donc je vais réouvrir mon fichier main.py. Hop, voilà. Et donc je peux commencer par rajouter un import emails, puisque c'est cette librairie qu'on va utiliser. Donc on a ici nos fonctions de la dernière fois. Donc ici une fonction qui crée une table MySQL, une autre qui stocke de la donnée dans MySQL, et puis on retrouve notre fonction principale. Alors il y a certainement quelques petits changements par rapport à la dernière fois pour ceux qui ont suivi les derniers lives, en live ou en replay d'ailleurs. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai rajouté pas mal de commentaires pour permettre à ceux qui reprennent le code par la suite de peut-être mieux comprendre ce qui se passe. Voilà, en tout cas, le fonctionnement est assez classique. On récupère les options de configuration dans notre fichier. On va récupérer les infos de connexion à MySQL également, créer notre connexion, et puis procéder à tous les checks, on va dire, de performance sur l'API Google PageSpeed. Il va falloir qu'on fasse quelques petits ajustements par rapport à ce script-là. Le premier, qui est assez simple, c'est que ici, dans le fonctionnement de notre script, en fait, à chaque URL qu'on va traiter, on va, à cet endroit-là, stocker les informations dans MySQL. Donc c'est bien, on fait un stockage par URL. Pourquoi faire ça? Alors, il y aurait d'autres moyens de le faire, évidemment, mais j'en avais parlé, il me semble, lors du dernier live. Pourquoi faire ça? Simplement parce que ça permet de stocker les infos au fur et à mesure qu'on les récupère.
Ce qui veut dire que si jamais on a au moment du processing d'une URL un bug, tout ce qu'on aura fait auparavant sera déjà sauvegardé, donc on aura un peu moins de perte d'informations. On ne sera pas obligé de tout recommencer en cas de bug. Donc ça, c'est un des intérêts. Il y aurait d'autres stratégies de le faire, soit par exemple tout stocker à la fin du process, mais du coup, si ça a planté, on aura tout perdu. Ou bien stocker peut-être par lot. Donc c'est des stratégies un peu plus évoluées qu'on verra peut-être par la suite, qui sont un peu plus compliquées évidemment à mettre en place. Ici, on va se contenter de ça pour l'instant. Mais évidemment, stocker en arrière-plan dans une base de données MySQL des informations, ça n'a pas vraiment d'impact par rapport à l'utilisateur. Par contre, si j'envoie à l'utilisateur un email de rapport pour chaque URL que j'aurai traité, je pense que l'utilisateur sera pas très content. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se créer peut-être un objet qu'on va par exemple appeler rapport. On va l'appeler report parce que par l'anglais évidemment. Et pour l'instant, on va se contenter d'une simple liste. Et cette liste, je vais lui ajouter à chaque URL en fait mon petit dictionnaire data qui stocke justement l'URL, le score, le time to first byte et puis la date. Alors évidemment, libre à vous d'aller chercher d'autres métriques dans la réponse JSON de l'API Google PageSpeed. On le fera peut-être un autre jour, mais on va se contenter de ça pour l'instant. Donc l'idée, une fois qu'on a stocké nos infos, ce serait tout simplement de append, donc d'ajouter à la fin notre objet data. On peut déjà peut-être s'assurer une fois que notre boucle est terminée, que on a bien récupéré toutes les infos. Et donc c'est pas data que je veux afficher, mais bien report. Donc déjà on va lancer notre script avec ces infos là. Il va falloir que je me rappelle. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors je ne sais plus si on avait mis des fausses URL pour tester ou pas, donc on va avoir la surprise. Mais en tout cas, voilà. Donc on a une première URL qui a été traitée, donc ça c'est l'affichage par défaut qu'on avait déjà mis en place sur cette ligne-là. Mais on n'a pas encore notre rapport final qui, j'espère, va s'afficher. Suspense, c'est un petit peu long. Ah, on a Babartech qui est dans notre fichier aussi. Je sais même pas ce que j'ai mis ou pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, on a Babartech et Assonance. Ok. Donc il nous reste une URL à tester. Voilà, donc on a bien Assonance qui s'est affiché avec un overall score un peu moins bon que les autres. Hein. Faudra surveiller ça. Et puis, du coup, on a bien notre objet report qui s'affiche. Donc, on a bien notre liste de dictionnaires. Tout va bien. Et on va pouvoir exploiter ça par la suite. Donc, l'idée ici, ce serait peut-être de commenter cette ligne dont on n'a plus vraiment besoin. Et à la place de simplement afficher notre rapport, préparer un message à envoyer par email. Alors pour envoyer un email, on va déjà avoir besoin de de récupérer les options de configuration relatives à l'envoi d'email dans le fichier config.ini.
Et alors dans le fichier config.ini, j'ai rajouté donc un bloc que j'ai appelé SMTP qui contient le serveur, le port, le user, etc., etc. Et là je vous ai pas montré le bon fichier, c'est pas grave, je changerai mes mots de passe. Voilà, donc SMTP. Ok. Donc on va récupérer notre serveur. Voilà, je vais quand même vérifier que c'est bien comme ça que ça s'appelle. Oui, serveur, port. Hop. Ok, j'ai besoin de quoi? Password. Ok. Et voilà, donc là on a a priori tout ce qu'il nous faut. Et maintenant, il nous suffit de créer notre email et l'envoyer. Alors pour ça, il va falloir comprendre un petit peu la manière dont on envoie des emails d'un point de vue technique, parce que évidemment, je pense que vous savez tous envoyer des emails et il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'un point de vue technique, en fait, on va avoir plusieurs éléments à avoir en tête. Le premier, c'est déjà comment on se connecte à notre serveur d'envoi d'email. Donc on a le serveur, le port, l'option TLS qui indique si on utilise ou pas une connexion sécurisée, et puis ensuite un utilisateur, un mot de passe, rien de bien méchant. Mais par contre ensuite je vais avoir plusieurs manières de faire. Grosso modo, il faut que je constitue ce que j'appellerais des entêtes, c'est-à-dire qui envoie l'email et à qui je l'envoie. Donc c'est un petit peu similaire à des entêtes HTTP, sauf que là on est sur un protocole email. Donc un protocole SMTP pour être précis. Et puis ensuite je vais gérer un message. Donc dans le message, avec cette librairie emails, j'ai plusieurs options. Je peux faire simplement du texte brut, mais je peux aussi utiliser une mise en forme HTML. On le voit d'ailleurs ici, leur premier exemple, c'est un petit message en HTML. Et puis le dernier point, c'est que je peux aussi attacher des fichiers. Alors ça, on va peut-être pas le faire maintenant parce que on a rien de bien intéressant à ajouter pour l'instant. Mais si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et le fait d'exploiter nos données stockées en base de données, pour essayer de voir une évolution de nos infos, là concrètement, ça aurait un intérêt de générer par exemple un petit graphique d'évolution de ce genre de choses là. Donc avoir bien ça en tête, c'est qu'il y a quand même plusieurs éléments à configurer pour un email. L'élément indispensable finalement, c'est le message, et c'est là-dessus qu'on va essayer de se concentrer. Du coup, alors le message justement, alors je peux voir déjà une petite suggestion de Copilot qui m'est faite. Truc assez classique. Bonjour, voici le rapport pour aujourd'hui. 2 sauts de ligne, et puis on colle simplement le rapport. Bon, c'est simple et efficace. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour le commun des mortels de lire une liste de dictionnaires en Python.
Mais après tout, pourquoi pas. On va laisser ça de côté pour l'instant parce que il y a également d'autres options à gérer. Alors le premier, encore une fois, Copilot le fait très bien. Voilà. Alors la première option, pardon, c'est le sujet. Donc là encore, on va devoir peut-être améliorer un petit peu ce qu'il nous propose, mais c'est déjà très très bien. Hop. Et alors, je vais juste regarder parce que au début de notre script, on récupère la date du jour, on stocke sur ce format-là, donc c'est parfait pour ajouter ça ici. Hop, voilà, donc déjà, on va avoir comme sujet de notre email un sujet page speed report la date du jour. Ça, je pense que ça va être pas trop mal. Pour le mail d'envoi, il me propose de le nommer page speed report. On va laisser ça comme ça m'a l'air très bien. Par contre, je pense qu'il va falloir qu'on améliore un petit peu notre HTML parce que sinon, ça risque d'être un petit peu moche. Et typiquement, alors, moi, ce que j'ai bien envie de faire, c'est d'essayer de faire un petit tableau pour peut-être tout simplement rendre les choses visuellement un peu plus agréables. Donc on va peut-être pouvoir se créer une chaîne de caractères qu'on va appeler table. Voilà, alors là je laisse faire Copilot, hein, clairement. Ok. Donc en gros là ce qu'il me propose tout simplement c'est une table avec 3 colonnes, URL, overall score, pardon, et puis time to first byte. C'est ni plus ni moins que ce qu'on récupère. C'est assez bluffant hein, à chaque fois. Ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise Copilot, mais c'est toujours aussi impressionnant. Ce qui va nous rester, c'est à remplir finalement notre tableau avec chacune des URL. Donc là, concrètement, on a un exemple ici. Donc une URL et puis les deux notes qui lui correspondent. L'idée, évidemment, c'est de remplacer ce bloc-là par un bout de code qui va nous générer autant de lignes qu'il le faut pour chacune des URL finalement qu'on a dans notre rapport. Donc comment on peut faire ça ? Il y aurait plusieurs moyens de faire. Alors il y a certainement des manières assez élégantes en Python de générer ce genre de choses, mais ça fait partie des exemples que je ne maîtrise pas suffisamment bien, j'avoue. Ce qu'on va peut-être commencer par pouvoir faire, c'est... Je sais pas pourquoi il veut me mettre des guillemets là, ça ne sert à rien. Ici un placeholder. Je vais l'appeler placeholder. Hop, et du coup ce placeholder, comment je fais pour le remplir ? Je peux tout simplement créer une boucle. Et voilà. Donc encore une fois, Copilot va plus vite que moi et me fait gagner un temps fou. Mais voilà, tout simplement, donc je vais créer une boucle sur mon objet report
qui pour chaque ligne va créer en fait le petit code HTML qui va bien pour remplir mon tableau et ajouter ça au fur et à mesure à une chaîne de caractères qui au départ sera vide et qui de ligne en ligne va se remplir et donc me générer mon tableau. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Et elle est beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et du coup, ce qui va nous rester à faire, c'est tout simplement d'envoyer l'email exactement. Et pour ça, on va encore une fois faire une requête. Voilà, hop, j'ai une parenthèse en trop. Je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Ce qu'on peut éventuellement ajouter pour être sûr de nous, c'est une petite assertion à la fin. Alors je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé des assertions, mais c'est un moyen de facilement vérifier que des variables ont les valeurs qu'on attend, sans forcément mettre un terme au comment dire, au déroulé du script. En fait, je vais laisser ça comme ça. Je suis en train de faire plein de choses. Donc, je disais oui, les assertions, ça me permet de m'assurer que ma requête d'envoi d'email renvoie bien le code réponse attendu. Le code réponse 250 dans le cas du SMTP. C'est le code qui équivaut grosso modo au 200 en HTTP, donc tout va bien. Le mail est bien parti. Et du coup ici, grosso modo, si ce code réponse n'équivaut pas à 250, je vais afficher une erreur qui va contenir le code réponse qui me sera envoyé. L'idée c'est que si mon email est bien parti, le script va se dérouler comme prévu, et si c'est pas le cas, je vais avoir une erreur et ça va mettre fin au script. Bon, de toute façon ici on sera sur la fin de l'exécution, donc c'est pas très grave, mais pour en avoir le cœur net, voilà, je vais pouvoir ajouter un petit message pour dire mon email a été bien envoyé, et il me reste plus qu'à tester et voir si tout ça fonctionne. Donc on relance et on va voir ce que ça donne. Suspense, est-ce que ça va avoir fonctionné ou pas? Ah, et voilà, donc ça n'a pas fonctionné. J'ai un code réponse 501. Alors j'avoue que j'ai aucune idée de ce que c'est que le code réponse 501. Alors, le code réponse SMTP 501 a lieu lorsque vous essayez d'envoyer un email avec une adresse invalide. Ah, ok. Donc en gros, ce qui se passe ici, c'est que l'email d'envoi que j'ai configuré, en fait, n'est pas reconnu par AWS, simplement parce que dans AWS, pour un peu plus de sécurité, justement, on essaie de s'efforcer à n'utiliser que des adresses email qui sont validées. Donc je vais devoir muter mon écran le temps de
modifier l'adresse email d'envoi. Hop, je pense qu'avec ça, ça devrait marcher. Et on va pouvoir retenter. Alors, on peut voir au passage que le score que PageSpeed nous renvoie pour le site de assonance.agency est quand même très très variable, puisqu'on avait 0,62 tout à l'heure, on est passé à 0,78. Sachant que dans les deux autres cas, c'est quand même beaucoup plus stable, à la fois en termes de score, puisqu'on n'a quasiment pas de différence. Time to first byte, ça a changé un petit peu pour Barbare, mais ça reste très très bien. C'est étonnant. On est toujours sur les mêmes ordres de grandeur pour Databull et Barbare, on va voir pour Assonance. Bon, j'essaie de meubler comme je peux. Assonance s'améliore de test en test. Je pense qu'il faut que j'envoie plein de tests pour finir par obtenir des bons résultats. Alors j'ai toujours mon code réponse 501. Ça c'est embêtant. Parce que là pour le coup je vois pas trop ce qui peut provoquer ça. Alors je suis en train de me demander s'il n'y a pas aussi une histoire d'adresse IP autorisée ou pas par AWS. Alors là-dessus par contre il va falloir que je passe par... Hop. Tac tac tac. C'est un petit peu étonnant. Alors évidemment, quand on n'a pas l'habitude de se servir de la console AWS, on passe toujours des heures à retrouver ces petits. Alors je cherche. Hein. Alors il y a peut-être autre chose qui gêne. Moi ça m'a paru un peu bizarre, c'est cette syntaxe là.
On va peut-être se contenter de ça tout simplement et voir si ça résout le problème. Alors on peut encore regarder l'évolution de nos notes en attendant. Je vois qu'on a un time to first byte qui s'améliore sur Databull, très bien. Alors on est sur un site qui est full HTML, il n'y a pas vraiment de cache, mais ça reste très très léger. Et c'est intéressant de comparer ce genre de site-là à des sites un peu plus dynamiques. Alors je sais pas trop comment Babar est géré techniquement, même si je me doute que l'équipe technique doit se faire plaisir sur ce genre de site. En tout cas sur Assonance, on est de mémoire sur un hébergement un peu plus standard, on va dire, et une techno qui est pas du tout statique. Et on peut voir que ça a un gros impact sur le time to first byte. Ah, en tout cas, notre email est parti. En tout cas, d'après le... Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ma musique elle plante? Alors mon email est parti et je vous confirme que je l'ai bien reçu. Il y a juste un petit souci. C'est que mon placeholder, en fait, il est... pas du tout... il est pas du tout comme, comme il devrait être. Puisque... En fait, il m'affiche placeholder et pas le contenu de la variable. Il n'est pas tout à fait ce que je veux. Et oui, en fait, c'est très simple. C'est parce que j'ai oublié de mettre un F ici. Donc en fait, cette syntaxe F plus une chaîne de caractères, c'est natif depuis Python 3.9 ou 10, je crois. Et ça permet d'être un peu plus rapide que la précédente manière de faire les choses, qui était qu'on faisait une chaîne de caractères et on rajoutait un point format, puis la liste des variables qu'on voulait mettre dans les différents placeholders, justement, définis. Là, on peut mettre directement le nom de la variable. Alors, je me rappelle que je crois que c'était Durf, qu'on salue d'ailleurs s'il nous regarde plus tard. Donc Durf qui nous disait que c'était plutôt moche comme syntaxe. Ça, c'est des goûts et des couleurs. En tout cas, ça marche. Et ici, bah, justement, j'avais oublié ce petit F. Et puis, il y a un autre truc qu'on va pouvoir corriger également, c'est rajouter peut-être un peu de CSS. Donc je pense que si je fais ça, ça devrait suffire. Je vais quand même vérifier parce que mes notions de CSS ont quelques années maintenant et je leur fais quand même assez rarement. On me dit border solide. Ok. Bon, moi j'ai mis un px. Bon, écoutez, on va se tester et puis on va bien voir hein, ce que ça donne ou pas. Toujours des scores assez stables pour Databull. Suspense, Babar est passé aussi. C'est vraiment de mieux en mieux en termes de time to first byte pour Babar, c'est assez marrant.
Et Assonance, c'est bien aussi, mais on part de loin quand même. Hop. Et alors, j'ai reçu mon email. Effectivement, cette fois-ci, j'ai bien le contenu du tableau qui s'affiche. Tout va bien. Par contre, mon border 1px, il en veut pas. Bon, on va voir si on peut faire ça autrement une autre fois, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, c'est tout à fait lisible. Et du coup, ça marche plutôt bien. Donc voilà, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire gérer l'envoi d'email de manière automatisée. Ici, pour simplement faire un petit rapport de ce qui s'est passé. Donc, mission accomplie. On va quand même rajouter quelques petits commentaires pour clarifier le code pour les gens qui reprendront ça, pardon, plus tard. Voilà. Écoutez, je pense que c'est quand même plutôt... Je pense que c'est plutôt clair. Notre script fonctionne. Il y a peut-être une chose qu'on peut rajouter assez facilement. Et en plus, ça tombe bien puisque c'est un truc qu'on n'a encore jamais vu ensemble. On va pouvoir se rajouter un argument. On va peut-être appeler email. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un truc tout simple, c'est que en fait, au sein de la librairie Argument Parser, il y a quelques options pour gérer des booléens, on va dire. Donc ici, concrètement, ce que j'ai rajouté, c'est tout simplement un argument qui s'appelle email. Par défaut, sa valeur est false, c'est-à-dire que si je rajoute pas au moment d'envoyer mon email, mon email, il va considérer que c'est faux. Par contre, si je rajoute un email, j'ai pas besoin d'indiquer true ensuite, il va savoir forcément que ça vaut true. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que comme ça, on va pouvoir rajouter un petit if args email, indenter tout ce bloc là, et puis peut-être se rajouter un petit hold on à la fin. Voilà. Donc l'idée, c'est tout simplement, j'ai pas forcément envie que à chaque fois que je lance ce script, j'envoie un email. Donc je peux tout simplement en faire une option pour simplifier tout ça. Et on peut s'en donner le cœur net. Alors ici, si je lance le script une première fois, sans l'argument, on a toujours ce qui se passe habituellement. Pour l'instant,
Suspense. Voilà, et donc là on peut voir que j'ai pas envoyé d'email. Par contre, si je fais la même chose en rajoutant mon email, alors déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu besoin de rajouter une valeur derrière cet argument-là. Il sait que c'est forcément la valeur true qui est passée. Et puis... Alors, joli score de time to first byte pour une fois pour Assonance. Et là, on peut bien voir que mon email a été envoyé avec succès. Et si je vérifie de mon côté, hop, je vous confirme que j'ai bien reçu mon email. Donc tout ça, ça fonctionne correctement. Alors, juste pour détailler un petit peu... je sais pas si on va trouver ça facilement, mais... Voilà, en fait, il y a plusieurs actions de ce type-là qu'on peut utiliser. Donc, notamment Store True, qui est très très utile pour ce genre de cas-là. Alors, j'aurais pu retourner le chose. Ah, je vois qu'on a Elric qui nous dit bonjour dans le chat. Bonjour Elric, bienvenue. On a presque fini pour aujourd'hui, mais tu pourras profiter du replay sur la chaîne YouTube de DataBull d'ici quelques jours, je pense. Pour finir en tout cas sur ce sujet-là, donc voilà, sachez que dans la librairie ArcParser, il y a ces actions qui sont possibles de la même manière qu'il y a plein d'autres choses qu'on n'a encore pas vues évidemment ensemble, mais encore une fois, je vous encourage à aller rapidement regarder les documentations de toutes ces librairies-là. Vous verrez qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et ça peut vous donner pas mal d'idées. Et du coup, ce store true est bien utile parce que ça permet de faire, comme ils le disent ici, un on-off flag, donc un moyen d'identifier tout simplement si on active ou pas notre option. Je pense qu'on a pas mal bossé pour aujourd'hui. Alors, on va regarder où on en est en termes de commit git, voilà. Voilà. Je ne me suis pas trompé de mot de passe. Et voilà, donc j'ai mis à jour le dépôt Git. On peut aller vérifier si c'est bien le cas directement. Voilà. Tout est prêt. Bah écoutez, je pense qu'on a bien travaillé sur ce petit script-là. Il y a encore évidemment plein de choses qu'on pourrait améliorer. On verra par la suite ce qu'on peut faire, notamment sur la gestion de l'historique qu'on stocke dans notre base de données MySQL et qu'on pourrait certainement exploiter de manière un peu plus pertinente. Mais on a déjà une bonne base pour avoir un simple outil qui, ici, si vous le configurez avec une tâche type tâche cron, ou en tout cas une tâche récurrente, vous permettra de récupérer très régulièrement les scores PageSpeed sur une liste d'URL. Donc je pense que c'est déjà un truc qui peut être assez utile pour pas mal de monde. Bah écoutez, il est déjà presque 18h, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vais vous remercier pour votre attention. Il y a des spectateurs qui sont un peu timides, mais qui sont là quand même. Et puis je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent également les replays. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des suggestions sur ce qu'on a vu aujourd'hui ou sur les épisodes précédents ou les épisodes futurs. Je vous rappelle que la semaine prochaine, toujours à 17h sur la même chaîne, on recevra un invité très spécial puisqu'on recevra Yakamo aka Simon Gardette
qui a un parcours super intéressant à nous expliquer et puis qui aura également probablement pas mal de conseils en termes de dev et de bonnes pratiques qu'on pourra essayer de mettre en place. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. À plus.